Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire misé sur la fidélisation client pour raviver la croissance en compagnie de nos experts Alex Chinon de Vidata et Cyril de RCI Bank & Services. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme à droite de votre écran. Vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat, l'onglet questions et l'onglet sondage. Dans l'onglet chat, vous pouvez l'utiliser pour vous saluer, tout comme je l'ai fait il y a quelques instants. Dans l'onglet questions, c'est un onglet à utiliser uniquement pour poser vos questions aux différents interlocuteurs qui seront posés à la fin du webinaire. Donc, s'il vous plaît, afin d'avoir un bon suivi des différentes questions et simplement pour éviter d'en laisser passer une, utilisez cet onglet questions. Vous avez également l'onglet sondage dans lequel vous avez déjà un sondage qui est « Souhaitez-vous être recontacté par Vidata ?» Vous avez la possibilité d'y répondre de suite ou simplement de laisser dérouler la présentation d'Alex et de Cyril avant d'y répondre. De toute façon, il y aura des petites piqûres de rappel au fur et à mesure de la présentation. Plusieurs temps, donc ce premier temps de présentation de plateforme. Maintenant, à moi de vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital avant de laisser la parole à nos experts du jour. Donc, chiffre clé 2019, Cap Digital est un collectif, donc un pôle de compétitivité représenté par plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 90 grands groupes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons donc 15 ans d'existence étant donné que nous sommes en 2021. Nous avons également organisé plus de 120 événements en 2019 et avons eu la chance d'accueillir 12 000 visiteurs sur le festival Futur en Scène 2019. Notre équipe est composée de 120 experts et de 40 collaborateurs qui sont à votre disposition en tant qu'adhérents pour répondre à l'ensemble de vos questions, vous aider à monter les projets ou si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à les contacter. Cyril, d'ailleurs, travaille très régulièrement avec nous et Alex également en tant qu'adhérent. Ils pourront vous faire part de leur expérience si vous le souhaitez et nos 120 experts sont là aussi pour vous guider. Chiffres clés concernant les projets, donc projets de recherche et développement, nous avons reçu depuis 2006 3014 projets de recherche et développement, dont 1624 projets ont été labellisés et 856 projets ont été financés. Concernant l'accélération, 1 milliard de levées par les entreprises du pôle ont été effectuées en 2019, dont 72% via nos services d'accélération et recherche et développement. 40% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises de la French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. Concernant la transformation numérique, il y a eu en 2019 plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes et plus de 100 projets d'open innovation menés par le pôle depuis 2015. Dernière petite slide et après je laisse la parole à Alex et Cyril. Les chiffres clés, donc 2019 concernant l'Europe, plus de 40 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création et 12 sur la seule année 2019. Nous sommes également le premier cluster européen à accéder au statut de Core Partner au sein d'ANIIT, notamment l'IIT Health. Et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Juste pour rappel, sur la droite de votre écran, chat, questions, sondage. Le chat pour pouvoir interagir entre vous, pour pouvoir vous saluer et pourquoi pas pour vous présenter. Les questions est un onglet à être utilisé pour poser les questions à nos interlocuteurs et on y répondra à la fin de la session. Et sondage, donc, souhaitez-vous être recontacté par Vidata? Vous pouvez y répondre maintenant ou tout au long de l'intervention de nos experts. Pour ma part, j'en ai terminé avec tous ces chiffres et la présentation de la plateforme. Alex et Cyril, je vous cède la parole. Avec plaisir. Merci Nadège.
Donc, moi-même, Alex Chinon, CEO et fondateur de Vidata. Vidata, c'est une société que j'ai fondée il y a 5-6 ans maintenant, qui est ce qu'on appelle un SaaS en B2B. Et donc, on propose une solution innovante qui permet de générer des vidéos personnalisées à partir des données propres à chaque client ou prospect. Mais pas d'inquiétude, je ne vais pas vous bassiner avec notre solution et notre proposition de valeur. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on parle ensemble de fidélisation et qu'on puisse échanger et partager l'expertise également de Cyril que je laisse se présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Cyril Foyard. Je suis directeur d'innovation chez RCI Banque et Services, qui est donc la filiale bancaire de financement et de services du groupe Renault. Merci Cyril. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler ensemble de fidélisation. Pourquoi? Parce que comme on sait, le Covid-19 a un tout petit peu bougé la donne d'un point de vue économique. On va pas retrouver tout de suite une croissance exponentielle et explosive. On va pas aujourd'hui acquérir des nouveaux clients en veux-tu en voilà. Par contre, ce qui est, nous semble-t-il, absolument nécessaire dès aujourd'hui, et peut-être même de l'avoir fait d'ailleurs dès hier, c'est de se concentrer sur la fidélisation des clients pour pouvoir générer tout de suite du revenu. Donc en 2021, nous, on a un mantra chez Vidata qu'on souhaite vous partager qui est objectif zéro client perdu. Pourquoi zéro client perdu? Parce que la fidélisation, c'est quoi? C'est beaucoup d'avantages. C'est d'abord un meilleur amortissement des coûts en termes d'acquisition client, une augmentation du chiffre d'affaires. Faut savoir que 80% des affaires d'une entreprise sont générées à partir de 20% de sa clientèle. C'est pas moi qui le dis, c'est Aprendamos Marketing qui a sorti cette statistique. Ensuite, la fidélisation, c'est également une moindre sensibilité au prix et c'est aussi évidemment une diminution des coûts de gestion. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'évidemment, ça vous le savez, j'imagine, tous les investissements sont scrutés à la loupe, notamment d'un point de vue marketing. Et fidéliser un client, ça va répondre à un besoin de rentabilité immédiate. Effectivement, ça coûte tout simplement 5 fois moins cher à une entreprise de fidéliser son client versus chercher à en acquérir de nouveaux. Le tout, c'est de savoir comment les fidéliser efficacement. En janvier dernier, juste pour mémoire, on a sorti un livre blanc sur cette thématique, comment fidéliser efficacement ses clients. Et dans ce livre blanc, qui a pas mal plu, vu qu'on a eu, je crois, plus de 500 téléchargements, on vous donnait les clés stratégiques pour sécuriser votre portfolio et continuer à apporter de la valeur. Aujourd'hui, on a décidé de revenir sur cette thématique, donc la fidélisation client, et donc d'inviter Cyril, qui est d'RCI Bank, comme il vous l'a dit, pour qu'on puisse échanger ensemble et partager son expérience. Suite à quoi, moi, je vous présenterai une synthèse de notre approche avec les bonnes pratiques et des stratégies concrètes, no bullshit, comme on dit, en termes de fidélisation client. Donc, comment ça va se dérouler ce webinaire? Ça va se dérouler en 3 grands temps. Le premier temps, ça va être à peu près 20 minutes de bonne pratique, y compris l'échange avec Cyril. Le deuxième temps sera dédié à des études stratégiques concrètes et qui fonctionnent en termes de fidélisation de clients. Donc, on en verra 2 ensemble. Et le troisième temps sera dédié à des questions-réponses, c'est-à-dire qu'on prendra vos questions dans le chat et on y répondra. Comme l'expliquait très bien tout à l'heure Nadège, il y a un petit système de sondage. Si vous souhaitez qu'on puisse poursuivre l'échange ensemble, vous répondez oui, je souhaite recontacter. Si vous souhaitez pas, il n'y a pas de souci. Enfin, je serai un petit peu déçu quand même, mais c'est pas grave. Donc, Cyril, moi, j'ai quelques questions à te poser. La première, assez classique, somme toute, c'est quel est ton parcours plus globalement et au-delà d'RCI Bank? Oui. Bonjour Alex, et d'abord merci de m'avoir invité dans ce webinaire. Alors pour répondre à ta question, donc mon parcours, maintenant ça fait un certain nombre d'années que je bourlingue, on va dire. Donc j'ai commencé en gros par une huitaine d'années de conseils dans des boîtes comme Arthur Andersen et McKinsey. Et puis depuis 21 ans maintenant, je suis dans l'opérationnel et je me focalise sur le développement de business, de services à composantes technologiques ou de business digitaux, comme on dit aujourd'hui.
soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager dans des sociétés comme SFR, comme Akamai Technologies, comme Amazon, ou plus récemment à la tête d'un accélérateur de start-up et scale-up technologique monté par l'organisation PwC au Luxembourg, où j'étais, donc j'ai passé 7 ans avant de revenir en France il y a 3 ans. Et donc, je dirigeais cet accélérateur. Donc, j'ai toujours été dans des postes tournés vers le développement, le produit, la gestion de PNL dans des entreprises innovantes. Et depuis 3 ans, je suis donc chez RCI Bank comme directeur de l'innovation et au confluent, je dirais, de 2 disruptions majeures, la disruption FinTech et la disruption automobile avec tous les nouveaux acteurs que vous connaissez dans le car sharing, le ride hailing, etc., etc. Ok, mais alors du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pardon. Mais du coup, peut-être RCI Bank, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots parce que c'est pas forcément connu de tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors, les gens connaissent un peu plus la marque Diac. Donc, Diac, c'est le nom de la filiale française. RCI Bank, c'est le nom du groupe. Donc, RCI Bank, c'est une filiale de Renault à 100%. Mais c'est une filiale en fait de Renault, mais qui s'adresse à toutes les marques de l'Alliance. Donc en fait, on est au service des 9 marques de l'Alliance. Donc je ne vais pas toutes les nommer, mais vous connaissez Dacia, vous connaissez Alpine, voilà, Mitsubishi, Nissan, etc. Et on est dans 36 pays. Et notre métier, c'est bien sûr le financement des achats des clients, des achats automobiles des clients. Donc on finance les particuliers, on finance les entreprises qui veulent acheter des flottes de véhicules. On finance les concessionnaires aussi. Et bien sûr, c'est aussi autour du financement, la vente de services associés, alors soit des services associés au financement, de l'assurance, des extensions de garantie, de maintenance, etc. Mais maintenant, de plus en plus aussi des services de mobilité, des services connectés, etc. Voilà, donc c'est vraiment le financement et la vente de services, notre métier. On est malgré tout une banque, alors on n'est pas très connu du grand public, mais on est une banque assez importante. On est la 10e banque française en fait en termes de taille. Ah ouais. On a 50 milliards d'encours de crédit. Effectivement, ouais. Voilà, on a 4000 collaborateurs et on est plutôt très rentable. On va dire qu'on a sorti en 2019 un résultat avant impôt d'1,3 milliard d'euros. C'est propre. Donc très très rentable comme banque et 10e banque française, mais filiale du groupe Renault. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé pour Renault dans le contexte de la crise? Oui, alors bien sûr, évidemment, comme vous avez suivi dans les médias, côté Renault, côté constructeur, bien sûr, on a été clairement impacté par la crise. Donc déjà avec des volumes de vente en baisse de 20% en 2020. 8 milliards de pertes qui ont été annoncées récemment sur l'exercice 2020, dont je précise quand même 5,2 viennent de Nissan, donc Nissan qui est en grande difficulté sur certains marchés. Ouais. Et clairement, on voit que c'est pas fini, parce que la crise du Covid n'est pas terminée. Et à cette crise du Covid se rajoute maintenant une crise des composants électroniques qui nous impacte. Et là, ça impacte nos chaînes de production, puisqu'il y a des chaînes de production qu'on a dû arrêter faute de composants, avec des gens au chômage partiel. Mais voilà, je dirais que tout n'est pas sombre pour autant. Donc, on a un nouveau CEO, Luca De Meo, qui est arrivé en septembre et qui est en train d'insuffler une nouvelle dynamique avec une réorganisation par marque. Il a lancé la Renaulution. Et puis, on est aussi, voilà, on a des positions très, très bonnes sur le véhicule électrique avec la Zoé. On est leader européen sur l'électrique. Et on a un plan qui avance bien sur le plan des économies, etc. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Côté RCI maintenant, donc la banque, clairement, on est moins impacté que Renault parce qu'on a des contrats avec les clients qui sont sur plusieurs années. Donc, les effets de la crise sont lissés. On a un portefeuille client, un encours de crédit. On a même réussi par rapport à la baisse du nombre de dossiers de financement, on a augmenté ce qu'on appelle notre taux d'intervention. Donc, c'est le pourcentage de vente de véhicules qu'on finance. Donc, on est à 48%, ce qui est un record. Donc, on a une très bonne performance opérationnelle. Et on a sorti en 2020 un résultat net de 1 milliard, donc presque similaire à 2019.
Mais voilà, clairement, si la crise se prolonge, on sera nécessairement impacté à moyen terme. D'accord. Et du coup, côté Renault, dans ce contexte justement de crise, de chute des ventes en tout cas, qu'en est-il en fait de la fidélisation? Est-ce que ça a suscité justement, on va dire, un repli positif vers le portefeuille client et vers des actions de fidélisation, cette crise? Oui, donc clairement, avec la crise, il y a une accélération de la digitalisation de notre relation avec les clients, puisque les clients passent évidemment, enfin, ils passaient déjà moins de temps en concession. Donc avant, il y a 10 ans ou 20 ans, ils passaient 4 fois en concession pour acheter un véhicule. Maintenant, ils ont tendance à passer une fois et demie. Et avec le Covid, évidemment, ils passent plus du tout. Donc la relation devient plus impersonnelle. Donc c'est important de les fidéliser à travers une relation digitale beaucoup plus personnalisée. D'accord. Et puis, deuxième point, forcément, il y a aussi une tendance lourde du marché, une évolution de la possession des véhicules vers l'usage et donc vers des produits d'abonnement de type service de mobilité, donc typiquement des services qui s'inscrivent sur la durée et pour lesquels c'est important de fidéliser les clients. D'accord. Donc en vrai enjeu en termes de fidélisation et digitalisation de la relation du coup client. Et quels sont du coup les grands axes stratégiques que vous déployez justement pour répondre à cet enjeu de fidélisation et de digitalisation de la relation client? Ouais, alors donc les axes stratégiques justement ça tombe bien puisque on a eu un nouveau CEO chez RCI aussi il y a 1 an et demi. Et donc, il a lancé une refonte, on va dire, du plan stratégique qui s'est terminé en juillet dernier. Et donc, on a défini 7 axes et il y en a 3 qui sont vraiment en lien avec la fidélisation. Donc, notamment, un premier axe qui est tout ce qui tourne autour de la connaissance client et de l'activation. Donc là, il s'agit effectivement d'offrir à nos clients des produits personnalisés, mais aussi au bon moment. Donc, ça qui est important. Le deuxième axe, c'est l'expérience client. Donc, on veut améliorer l'expérience client pour leur garantir en fait un parcours totalement digital, fluide et omnicanal, ce qui n'était pas toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Et troisième point, c'est aussi sur les offres. Donc, on insiste en fait sur des offres, des produits financiers qui soient fidélisants et qui soient basés sur l'usage. Voilà, pour notamment en fait tout ce qui est le financement avec option de rachat et le financement avec les services inclus. D'accord. Donc 3 axes clés, connaissance client, expérience client et offre fidélisante, donc marketing de l'offre. Mais derrière ces 3 axes stratégiques, quels sont les leviers concrets, sonnants et trébuchants que vous prévoyez de mettre en œuvre pour justement répondre à cette stratégie, à ces enjeux? Ouais. Bah, il y en a beaucoup, hein. Donc, en fait, si je reprends. Ou un exemple, des exemples clés, Ouais. quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, sur la connaissance client, bon, c'est clair que là, l'idée, c'est d'avoir une vision 360 du client. Donc, ça passe par la mise en place de data lake, ça passe par l'interconnexion des bases de données et mettre en place un référentiel unique pour les clients. Et Ouais. combiner aussi des datas internes et externes pour avoir une meilleure segmentation de nos clients, pouvoir leur adresser leur concevoir des produits qui soient mieux segmentés, mais aussi personnaliser les offres. Après, sur l'expérience client, je dirais, il y a beaucoup donc un enjeu d'omnicanalité et aussi de refonte du parcours d'onboarding. L'onboarding, en fait, c'est tout ce qui est voilà, authentification du client, voilà, l'upload de documents nécessaires au scoring des clients, etc. Donc tout ça, on essaye de le fluidifier avec des technologies comme la reconnaissance faciale, l'utilisation de l'open banking pour avoir à demander moins d'informations aux clients, la signature électronique, l'intelligence artificielle pour exploiter les documents qu'on a OCRisés, comme on dit auparavant, etc. Après, on peut citer aussi dans l'expérience client tout ce qui est la relation client, donc le customer care, où là, on est en train de mettre en place, par exemple, des callbots en complément avec les call centers. Donc, on a mis pendant la crise du Covid un callbot de débordement. Donc, ça permettait en fait de prendre en fait les questions des clients et de les rediriger par mail au conseiller client. Donc, c'est un mix en fait de digital et de relations humaines.
Et puis, je terminerai par aussi l'enrichissement de la relation client avec des innovations très intéressantes comme la vidéo personnalisée. Donc, c'est ce que vous faites chez Vidata. Et donc, on a lancé en Suisse, chez RCI, un projet en fait qui utilise la solution Vidata dans cet objectif. Dans l'objectif de customer care et d'onboarding, effectivement. Donc, du coup, quelques actions concrètes ou leviers concrets. Derrière la connaissance client et l'activation, la vision de 360, les data lakes, l'unification des outils Ouais. PRM et CRM. Derrière l'expérience client, la fameuse omnicanalité et la fluidité des parcours. Donc ça, Ouais. c'est des mots qui sont sympas, mais derrière, il faut sérieusement se retrousser les manches, effectivement, pour permettre une authentification de l'open banking, de la signature électronique et qu'il y ait de moins d'actions possibles et que ça soit le plus smooth pour le client in fine. Et puis le customer care, effectivement, avec la combinaison, si j'ai bien compris, entre le digital, le bot, et l'humain, les plateformes téléphoniques qui permettent du coup d'avoir une attention client la plus optimum et une surcouche, on va dire, d'enrichissement grâce à des solutions, par exemple comme celle de Vidata, qui grâce à la vidéo personnalisée vont permettre d'aller encore plus loin dans le customer care. J'ai à peu près résumé du coup les grands axes. Oui, c'est ça. Alors après, j'ai pas parlé du dernier axe en fait qui était sur les offres fidélisantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle nous une offre fidélisante? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, au départ, les gens achetaient un véhicule et payaient cash. Ensuite, ils se sont mis à acheter des véhicules à crédit. Donc maintenant, c'est l'essentiel du marché est là-dessus. Et bien sûr, le problème du crédit, c'est que voilà, on fait un emprunt à sa banque ou à RCI, on achète un véhicule et ensuite on n'a pas de garantie en fait que le client va, quand il aura remboursé son crédit, va revenir vers sa banque ou vers RCI. Et donc en fait, ce qu'on a beaucoup développé et qu'on pousse en ce moment très fort, c'est les offres qu'on dit fidélisantes, c'est-à-dire la location avec option d'achat. Donc c'est ce qui se développe aujourd'hui. Donc à la fin de donc en fait, les mensualités sont moins importantes que sur un crédit. À la fin, le véhicule a une valeur résiduelle et le client a l'option en fait de soit de racheter cette valeur résiduelle, de racheter son véhicule ou de le revendre à sa banque. Et donc ça c'est un produit en fait qui encourage, qui favorise le dialogue avec le client. Et du coup, on a en fait, par rapport à ce produit, ce qu'on appelle un golden moment, c'est-à-dire un moment idéal pour parler au client et lui proposer en fait, de basculer sur un nouveau véhicule, une nouvelle offre. Et donc, jusqu'à présent, en fait, ce golden moment, c'était purement financier, c'est-à-dire que c'est le moment en fait où les courbes de remboursement de la valeur du véhicule et de l'emprunt se croisent. C'est-à-dire que la valeur résiduelle du véhicule et le solde à rembourser sont identiques. Donc, le client peut retourner son véhicule et le rembourser son solde d'emprunt avec la valeur de reprise. Donc, ça, c'était le golden moment financier. Et demain, et ce sur quoi on travaille, c'est ce golden moment, il est plus seulement financier, mais il va être aussi défini par des moments de vie. Donc, l'attente d'un enfant, le déménagement, etc. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir de la data, notamment de la data externe pour pouvoir nous adresser aux clients au bon moment sur le renouvellement de ce type d'offre. Ouais, et il est assez génial ce concept de golden moment. C'est propre à RCI ou vous avez été pioché ce concept-là dans le jargonnage marketing parce que je le trouve juste top. Hein. Moi, je vais le garder. Hein. Moi, c'est chez RCI que j'ai Que découvert tu l'as découvert? le concept. Après, je suis pas un expert du financement automobile parce que j'ai fait pas mal de boîtes différentes, donc peut-être ça existe ailleurs. Hein, mais Ah, c'est génial. Et donc, effectivement, le golden moment, si je le résume avec mes mots, c'est la capacité qu'a une marque comme vous de pouvoir adresser pile poil au bon moment le client pour lui faire une offre qui va être ultra pertinente à ce moment-là, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça. Lui permettre, en fait, avant la fin de son contrat, lui offrir la possibilité de repartir sur un nouveau contrat sans que ça soit pénalisant pour lui, en fait. Excellent. Bah écoute, la vie est bien faite parce que là, ça va faire la transition juste parfaite avec la suite du webinar. C'est à croire qu'on a préparé tout ça.
Bon, alors du coup, ouais, Je me permets de réagir. Il y a une question d'Isabelle ouais. pour Cyril. Qu'entendez-vous par data interne et externe, API, Open Banking? Merci. Je vais l'afficher à l'écran, ce sera plus simple. Oui, alors les data externes, effectivement, donc ça peut être l'open banking, donc qui est grâce à la réglementation PSD2, donc maintenant comment dire, les clients sont propriétaires de leurs données bancaires et donc il y a des agrégateurs qui ont développé des offres qui permettent à des banques commerciales de se mettre en relation avec toutes les autres banques pour obtenir les données bancaires des clients avec leur consentement, bien sûr. Donc ça, effectivement, ça c'est une première source d'information qui est ultra intéressante puisque on peut avoir, non seulement ça peut nous aider à scorer donc les clients, le risque des clients, mais aussi à connaître tout un tas de choses sur ce qu'ils font et leurs préférences, etc. Après, il y a tout ce qui est aussi open data, ou des datas payantes en fait qui concernent voilà, qui sont toutes les datas qu'on peut trouver voilà, si quelqu'un nous dit qu'il habite dans tel quartier, ben en fait avec l'open data on va savoir que tel quartier c'est un quartier où les gens ont plutôt en moyenne des revenus de temps qui a telle et telle caractéristique, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut mixer en fait avec des données externes pour enrichir les modèles en fait de scope, pour enrichir les modèles d'appétence marketing, etc. Oui, alors là, on parle bien d'enrichissement, c'est-à-dire que si tu n'as pas la data de base sur tes clients, il se passe rien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Il faut avoir des datas de base, mais l'idée, c'est de combiner la data interne avec la data externe pour avoir des modèles de scoring, de risque, de scoring marketing, des scoring de fidélisation, de win-back, etc., qui soient beaucoup plus précis, beaucoup plus performants. Merci beaucoup. Cyril, une autre question d'Isabelle. Et quel est votre business model avec les agrégateurs et pouvez-vous partager, bien sûr? Si vous pouvez partager, bien sûr, excusez-moi. Ouais, en fait, les agrégateurs, c'est des prestataires de services pour nous. Donc, ils nous font payer en fait leur service sous forme comment dire, de call, d'appel à API. Donc en général, c'est au nombre de requêtes qu'on va payer au nombre de requêtes, une certaine somme. Je n'ai pas les prix en tête, mais enfin, c'est ça le modèle. Merci beaucoup, Cyril. Alex, je te cède à nouveau la parole. Ok. À mon tour de te remercier, Cyril. Du coup, je vais enchaîner avec la suite de la présentation du webinar et en l'occurrence avec la première partie qui est la bonne pratique pour mieux fidéliser ses clients. En fait, tu m'as un peu spoilé, comme disent les jeunes, Cyril, parce que la bonne pratique pour mieux fidéliser un client, et la base, en tout cas, elle est assez simple, elle tient en 3 ou 4 syllabes, c'est connaissance. Il faut connaître son client, c'est ce que tu disais. Donc, effectivement, il faut pouvoir développer la connaissance client, tout simplement. Et donc, très concrètement, si je fais un petit focus, c'est pas un scoop, hein. Il y a 90% des dirigeants mondiaux qui ont pris conscience de l'importance de la donnée depuis le début de la pandémie, et puis viennent nous en faire un témoignage très concret. Et la donnée, et plus précisément, pardon, l'analyse et l'exploitation de la donnée, c'est un avantage compétitif majeur. C'est exactement ce que tu nous disais. Sans données, pas de connaissance client. Sans connaissance, pas de possibilité de fidéliser ses clients. Donc, pas de business, pas de bras, pas de chocolat, comme on dit. Donc, peut-être effectivement redévelopper un peu la donnée tierce, la donnée propre, etc. Donc, faire un petit focus sur ce qu'on appelle les différents niveaux de données. Donc, en termes de données, il y a la zéro partie. La donnée zéro partie. La donnée zéro partie, c'est quoi? C'est les informations qu'un consommateur va partager volontairement et intentionnellement avec une marque. Moi, en tant que consommateur, en tant que client, je fournis intentionnellement de la donnée à ma marque. Donc, par exemple, je vais renseigner un formulaire en ligne pour faire une demande de devis. Et donc là, je vais communiquer de la donnée. Ensuite, il y a où je vais renseigner
un formulaire quali pour exprimer mon avis. Ensuite, il y a la donnée first party. C'est la donnée que les marques, les annonceurs ont sur leurs clients et qui sont donc collectées sur les points de vente, sur les sites e-commerce, dans le cas des échanges téléphoniques, etc. Ensuite, il y a la donnée second party qui correspond du coup aux données collectées par un partenaire business. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, via par exemple des call API. Et ensuite, la donnée third party qui proviennent de fournisseurs extérieurs et qui sont du coup payantes et complètent les données first et second party. Notamment à l'aide de données comportementales et qui vont permettre de consolider la segmentation des audiences. C'est exactement ce dont parlait Cyril. Il faut juste faire un tout petit peu gaffe à pas devenir trop dépendant de la donnée third party en question. Parce que la base, le socle nécessaire, c'est vraiment la zéro et la first party. D'ailleurs, on voit très bien qu'avec l'annonce de la suppression des cookies, les annonceurs vont devoir adapter et un peu changer leur stratégie en termes de campagne marketing quand ils utilisaient les cookies et se recentrer très clairement sur une stratégie de recueil des données first et zero party. Il y a pas mal d'actions qui sont mises en place justement pour pouvoir permettre de se recentrer sur ces données-là. Une fois qu'on a ces données-là en main, sachant que la zero et la first party, c'est vraiment le clé, le b.a.-ba, on va dire le socle, le fondement, il va falloir exploiter ces données dans le but de répondre aux besoins d'hyper-personnalisation des clients. Aujourd'hui, pour être satisfait, un client, il a tout simplement besoin d'être considéré comme un individu unique. Il y a un mec qui s'appelait Gutenberg qui a inventé il y a quelques centaines d'années l'imprimerie qui permettait du coup d'imprimer un bouquin, donc un message qui sera diffusé le même à tout le monde. Aujourd'hui, ça continue à marcher très bien, les livres, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, on a besoin de passer et on doit et on est d'ailleurs déjà très clairement passé de l'ère du one to many au one to one. Un individu, un client, surtout parce que là on parle de client, il veut qu'on le considère comme étant un client unique et pas un client lambda. C'est la base. Et une fois qu'on a bien pris conscience de ça, il va falloir entretenir une relation personnalisée avec son client et donc établir et entretenir cette relation. Donc la donnée, la connaissance client, c'est la mine d'or qui va permettre de créer la segmentation, de scorer le client, de déterminer et de construire une relation personnalisée avec lui. Petit aparté, en 2021, nous, on pense qu'il y a une fonction dans les entreprises qui va monter très très fort. C'est la fonction ou la mission qui consiste à être le porte-parole de la voix du client. Et donc, de prendre en compte de manière industrielle la voix du client et de pouvoir analyser en fait les opinions du client pour en faire un véritable levier de croissance. Pour ça, il faut déployer des outils marketing qui vont permettre de collecter des avis en se rapprochant le plus possible du temps réel et de l'instantané. On a chez Vidata d'ailleurs développé une nouvelle fonctionnalité qui va dans ce sens parce qu'on a senti une tendance très forte et une demande de nos clients qui consiste à proposer à un client qui regarde sa vidéo personnalisée d'émettre un avis, donc de mettre des questionnaires interactifs à l'intérieur des vidéos personnalisées. C'est par exemple ce que fait Groupama quand un client va déclarer un sinistre auprès de son téléconseiller, il va recevoir après coup par email une vidéo personnalisée qui récapitule ce sinistre, qui lui explique tout le processus de gestion administratif dans l'objectif qu'il soit satisfait et surtout qui ne rappelle pas Groupama parce que ça leur coûte une blinde. Et à l'issue de cette vidéo-là, le client va pouvoir donner son avis via un questionnaire de satisfaction. Donc, je crois de mémoire qu'on obtient des très, très bons taux de réponse parce qu'il y a 25% des viewers, donc des personnes qui lancent la vidéo personnalisée, qui la regardent, qui vont répondre au questionnaire. Et on peut paramétrer comme on veut le type de question, c'est du QCM ou c'est du verbatim. Donc là, en l'occurrence, c'est est-ce que la vidéo a répondu à vos attentes?
Bon, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a 87% des répondants qui ont dit oui, donc on est très content. Est-ce qu'elles permettent de mieux comprendre le déroulement de votre dossier? Auriez-vous souhaité des informations complémentaires? Si oui, lesquelles? Etc., etc. Donc, là, c'est un des moyens qui existe, que celui que nous, on a mis en œuvre pour pouvoir collecter de l'avis client dans l'objectif, justement, d'alimenter la connaissance sur le client et que le porte-parole de la voix du client puisse avoir de la matière. Maintenant, on va parler stratégie après avoir parlé bonne pratique. On va voir ensemble deux stratégies. La première, ça va être celle qu'on appelle la facilitation de l'autonomie et la prise de décision de vos clients via un programme et un parcours relationnel fluide. Donc, je m'explique. Quand on parle de parcours client, on fait référence à l'ensemble des interactions et points de contact entre le client et sa marque. Un client aujourd'hui, il est de moins en moins disposé à suivre un parcours en ligne qui est compliqué. C'est ce que disait très clairement tout à l'heure Cyril, c'est-à-dire qu'on parle de fluidité des parcours et d'omnicanalité des parcours. Donc, si la marque elle veut pas perdre son client, elle n'a pas d'autre choix en fait que d'améliorer l'expérience sur les points de contact existants, voire même d'ailleurs les réinventer et si c'est nécessaire, effectivement les reconstruire de A à Z. L'objectif, c'est vraiment que le parcours client il soit le plus court, le plus fluide possible et qui s'accorde aux besoins du client. Donc, on sait que 80% des consommateurs dont l'utilisation de la technologie numérique a augmenté à travers divers canaux de communication entendent maintenir la même fréquence d'utilisation à l'avenir. Cette stat, elle dit quoi? Elle dit que dans le contexte du Covid, un client qui a eu une relation avec vous focus et principalement sur le digital, quand cette relation est fluide et pertinente, il souhaite à l'issue de la crise, continuer à pratiquer ce type de relation avec vous, pour faire court. Donc, c'est une nouvelle réalité qui va obliger très clairement à intégrer le digital dans le parcours client de manière définitive. Donc, cette refonte du parcours client, elle doit répondre à un objectif précis, qui est quoi? Qui est faciliter l'autonomie et la prise de décision des clients afin de générer de la croissance et des revenus. C'est aussi simple que ça. Donc, le rôle des programmes relationnels, il va s'avérer crucial dans la gestion de la nouvelle relation client en 2021 et donc par la suite, comme on l'a vu. Le programme relationnel, il peut prendre plusieurs formes, mais généralement, il a en commun un objectif précis qui est de contribuer à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, tout simplement. Un programme relationnel performant, selon moi, et selon nous et selon les études, il doit combiner de manière fluide le digital et l'humain. Moi, j'aime beaucoup personnellement la baseline du Crédit Agricole qui dit 100% humain, 100% digital. C'est-à-dire que, à part quand on est vraiment un pure player, un bon programme relationnel, il est omnicanal, il est sans couture et il est vraiment dans la combinaison, dans le tricotage malin et fluide des relations humaines et des outils et des canaux digitaux. Donc, on parle vraiment de combinaison du digital et de l'humain dans un contexte de programme relationnel. Et une fois qu'on a donc bien compris cette nécessité d'omnicanalité et de combinaison, on parle évidemment d'ultra-personnalisation. Donc, on se doit aujourd'hui, pour être différenciant en tant que marque, et de mettre, comment dire, la connaissance client au service de la personnalisation. Et donc, utiliser tous les outils qui vont permettre d'exploiter cette connaissance client pour offrir une expérience personnalisée à ses clients dans le contexte du programme relationnel qui est établi et qui est défini. Yves Rocher fait figure de modèle sur le sujet en termes de personnalisation. Ils sont allés très très loin de ce point de vue-là. Et donc aujourd'hui, un client, il a besoin d'être reconnu et traité
de manière parfaitement unique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tout l'enjeu, ça va être donc de créer un programme relationnel multicanal qui fait la part belle au digital et qui est parfaitement personnalisé. Effectivement, aujourd'hui, on a 69% des clients qui déclarent que les programmes de fil ne sont pas assez ciblés en fonction de leurs besoins. 79% apprécieraient que les offres soient davantage en lien avec leur profil de consommation. Donc, il y a de toute façon une demande très claire du client à ce sujet-là. La personnalisation, en plus, elle va permettre quoi? Elle va permettre une attache émotionnelle en répondant à l'un des autres enjeux de la relation client post-Covid, qui est celui de créer plus de proximité avec les clients. Donc, la personnalisation va permettre véritablement d'établir un lien spécial, unique entre la marque et son client. À terme, elle va même renforcer durablement la relation client. Donc, 58% des consommateurs français ont été déçus de leur expérience digitale en raison du manque de personnalisation et de réponse à leurs besoins spécifiques. 73% de ces mêmes consommateurs jugent la personnalisation de leur expérience en ligne en temps réel très importante. Donc, la messe est dite. Donc voilà pour ce qui est de la question en fait du programme relationnel, le tout dans un contexte où les nouvelles inquiétudes des directions marketing vont dans le sens en fait où il y a un manque de clarté quant au rendement du capital investi dans l'expérience client. Donc, effectivement, dans cette période de crise, chaque budget investi doit apporter, va avoir un retour sur investissement, pardon, qui est parfaitement positif. Donc, le choix des outils et des solutions qui vont être utilisées pour pouvoir répondre à ces enjeux d'omnicanalité du parcours client et de personnalisation du parcours client doit se faire de manière fine pour pouvoir justement susciter et générer un ROI positif. Donc, il y a une double logique de rendement immédiat et d'obtention rapide et mesurable des résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est que on regarde ensemble un cas client que moi j'aime beaucoup, qui est celui d'Alliance, qui utilise la solution de vidéo personnalisée dans son programme relationnel. Donc, Alliance a défini un programme relationnel automatisé et donc chaque nouveau client va recevoir un email avec une vidéo personnalisée qui lui souhaite la bienvenue et qui l'incite à activer son espace en ligne. Pourquoi? Parce que il y a une vraie nécessité en fait d'enrôler le nouveau client dans son espace en ligne. Déjà, un, qu'il l'active et deux, qu'il l'utilise pour qu'il soit autonome, qu'il puisse mener tout un tas d'opérations par lui-même et que ça puisse désencombrer dans une certaine mesure les plateformes et les call centers. Et donc, ce programme relationnel, il y a un deuxième point de contact, on pourrait parler du golden moment pour reprendre le concept de Cyril, qui est à quelques mois après l'accueil du client, à un moment spécifique, ce client-là va recevoir un email avec une proposition d'un produit complémentaire. C'est-à-dire que s'il est assuré voiture, on va lui proposer de l'habitation parce qu'on a détecté un scoring d'appétence à l'habitation. Et donc, c'est ce projet-là que je vais vous montrer. Pour ça, je vais partager dans le chat un lien qui va me permettre de vous streamer la vidéo. Donc, je fais ça tout de suite. Il faut que donc vous alliez dans le chat. Là, je le fais tout de suite. Ça s'appelle www.mycircle.tv. Il vous suffit de cliquer dessus. Ça va donc un petit peu mouliner et ensuite vous arriverez sur une vidéo que moi je vais lancer quand tout le monde sera prêt. Alors faites-moi un petit coucou pour me dire que c'est bon pour vous dans le chat, s'il vous plaît. Top, donc ça a l'air d'être bon pour Ali, Christine, Karl, Claire. Donc c'est que Nesrine, c'est que ça fonctionne.
Donc, je vais y aller. J'espère qu'il y a du son. S'il n'y a pas de son, c'est pas très grave parce que de toute façon, vous pourrez télécharger le support que je présente et il vous permettra, ce support-là, de pouvoir revoir les vidéos. Donc, je lance la vidéo. C'est une vidéo de démonstration hein, qui va expliquer le projet que je vous ai introduit en quelques mots. C'est parti. Donc là, on a vu, on va dire, l'email avec la vidéo personnalisée d'onboarding. C'est-à-dire, je souhaite la bienvenue et j'incite le client via la vidéo personnalisée à activer son espace client. Et 3 mois après, cet email-là, il y a un nouvel email qui part. Donc voilà pour le cas client Alliance que j'ai pas résisté au plaisir de vous le présenter. Hop. Est-ce que tout le monde m'entend bien, Nadège? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est parfait pour moi. Ah, super, merci. Donc, ça veut dire que je suis bien revenu. Donc, comme on l'a vu, Alliance va introduire dans son email, comme on voit ici à gauche, un visuel personnalisé, un GIF personnalisé qui va être le teaser de la vidéo. Et ça va augmenter les taux de clic dans l'email. Ensuite, le client va cliquer pour ouvrir une landing page. Et sur cette landing page, il pourra visualiser sa vidéo personnalisée, suite à quoi il active son espace client ou il fait un devis en ligne pour ce qui est du deuxième email, qui est celui du cross-selling. Donc, quant aux résultats obtenus, j'ai partagé là les 3 infos que j'ai le droit de partager avec vous. En termes d'ouverture d'email, en moyenne, on est à 70%, ce qui est absolument excellent dans un contexte de relation client. Après, ce qu'on appelle, nous, les taux de complétion sont plutôt exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y a 93% des clients qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'une vidéo générique standard marketing, il y a à peu près un tiers des gens qui la regardent jusqu'à la fin. Nous, quand on personnalise une vidéo, en moyenne,
on obtient 82% de taux de complétion. Donc 82% des gens vont la regarder jusqu'à la fin. C'est tout l'intérêt de la personnalisation. C'est comme ça me concerne, je vais regarder jusqu'au bout. Et cette moyenne-là, on l'a fait sur la base d'environ 660 000 vidéos personnalisées qu'on génère tous les mois pour une cinquantaine de clients. Donc là, on est au-dessus de la moyenne, on est à 93%. Et ensuite, on a environ 45% de taux de clic sur les CTA. Donc 45% des viewers vont cliquer sur le CTA, soit le CTA j'active mon espace client, soit le CTA je rentre dans le process de simulation pour faire un devis. Donc voilà pour le cas Alliance. Donc les avantages de la vidéo personnalisée dans une stratégie de fidélisation, ils sont multiples. Un, c'est d'abord mettre en lumière les avantages tout simplement du programme relationnel. Ensuite, c'est capter l'attention du client. C'est faire de la pédagogie, c'est améliorer la compréhension parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une vidéo pour expliquer simplement des sujets complexes. C'est créer des moments mémorables, donc susciter de l'émotion. La vidéo est un vecteur d'émotion. Et ça va également créer plus d'impact et plus de rentabilité quant aux actions de marketing, par exemple pour de l'onboarding, par exemple pour du cross-selling comme on vient de le voir. Et dernier lieu, comme on l'a vu au tout début, ça permet également de mesurer l'engagement du client parce qu'on peut installer dans ces vidéos personnalisées des questionnaires qui vont permettre de collecter du feedback, de mesurer du NPS pour pouvoir enrichir la voix du client, justement. Donc, deuxième stratégie. On a vu ensemble la stratégie qui consiste à déterminer, à mettre en place des parcours de relations clients qui sont à la fois omnicanal et parfaitement fluides et personnalisés. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle le Customer Care. Le Customer Care, c'est un réel levier d'anti-churn. Effectivement, 42% des clients répondent très clairement et affirment qu'avoir une expérience d'achat neutre ou négative ont affirmé avoir eu une expérience neutre d'achat ou négative durant ou après le confinement. La principale difficulté rencontrée résidait dans le service client pour 76% d'entre eux. Donc, cette expérience négative pour ces clients-là était due à 76% à un service client qui était, pas au rendez-vous. Donc, le service client, il peut être très souvent insuffisant pour les consommateurs qui ont besoin d'être conseillés et entendus tout au long de l'acte de vente. Le Customer Care, lui, au contraire, il a une vocation beaucoup plus globale que le service client. Le Customer Care, il va intervenir à plusieurs niveaux et sur l'ensemble du parcours pour prendre soin des clients. Donc, avant l'acte d'achat, via des contenus gratuits, par exemple, qui vont répondre aux problématiques des clients. Pendant l'acte d'achat, en guidant le client et en répondant à ses questions tout au long du parcours d'achat. Et après l'acte d'achat, afin de répondre aux questions du client, de résoudre des éventuels problèmes et d'évaluer sa satisfaction. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure et ce dont nous parlait d'ailleurs Cyril sur les enjeux d'onboarding pendant ou après l'acte d'achat. Donc, le Customer Care, il occupe un rôle essentiel pour, un, fidéliser des clients et générer du revenu, deux, faire face à de nouveaux concurrents et donc se différencier, et trois, renforcer la solidité d'une marque. Customer Care, il est traditionnellement un centre de coût a priori, ce qui peut freiner certaines entreprises à s'en servir comme une opportunité pour fidéliser. Tout l'enjeu va donc d'amortir ce centre de coût en maximisant les résultats obtenus, que ce soit en termes de retombées financières et de satisfaction client. Donc, traditionnellement, on va dire que bon nombre des actions de Customer Care étaient réalisées par l'homme, au moyen d'appels téléphoniques qui sont plutôt coûteux et chronophages et qui sont parfois à l'efficacité discutée. Mais ça, c'est un autre débat. On va pouvoir maintenant, avec tout un tas de solutions innovantes, automatiser certaines tâches en les remplaçant, par exemple, par l'envoi d'une vidéo personnalisée. Donc, le Customer Care, il va réduire les dépenses et maximiser les résultats obtenus. Donc, il existe aujourd'hui des outils et des solutions qui vont permettre d'automatiser et de compléter le travail humain. Donc, tout à l'heure, Cyril nous parlait de chatbot, de débordement.
pour pouvoir assister les plateformes téléphoniques. Il nous parlait également de la vidéo personnalisée qui a été mise en place dans un contexte de Customer Care par RCI Suisse pour pouvoir renforcer l'efficacité de l'onboarding en complément au travail humain. Donc, ces gains d'attention, très clairement, ils vont immédiatement se traduire par une hausse de l'engagement client qui vont être directement mesurables grâce au NPS, au taux de conversion, au panier moyen, etc. Donc, pour finir ce webinaire, ce que je souhaite, c'est vous présenter en avant-première, justement, le cas client RCI Suisse. Donc, la campagne a été lancée il y a 3 semaines maintenant, c'est-à-dire que le dispositif est live depuis 3 semaines. Donc, un nouveau client RCI Suisse, donc qui a pris une voiture en location longue durée, va recevoir un email de bienvenue dans lequel il va cliquer pour visualiser une vidéo personnalisée que je vais vous partager. Donc, je vous invite à retourner sur le lien MyCircle pour que je puisse vous présenter cette vidéo. Faites juste peut-être, faites-moi juste un petit coucou dans le chat pour me dire que c'est bon pour vous. Comme ça, je lance la vidéo quand je vois 5 ou 6 coucou. Coucou. Non, je vois qu'un coucou. Ah, non, j'en vois 3. D'ailleurs, c'est pas des coucous, c'est des OK. 4, 5, 6, c'est bon. Allez, on y va. Donc, je lance la vidéo. RCI Banque, je la trouve juste géniale. Vous me direz après. Donc voilà pour cette vidéo. Il y a là, c'est assez transparent, hein, c'est une vidéo brute. On n'a pas fait, pardon, une vidéo démo qui explique exactement tous les critères de perso. Mais je crois que de mémoire, il doit y avoir une bonne douzaine de critères de personnalisation à l'intérieur de cette vidéo. Et moi, je la trouve juste géniale. Pourquoi? Tu m'excuseras, Cyril, mais il y a quelques années, j'ai pris justement un leasing via la société Vidata chez un concurrent et je me suis tout simplement arraché les cheveux. Je me suis retrouvé avec un contrat de 70 pages qu'il a fallu que j'épluche pour pouvoir comprendre tout ce que m'explique cette vidéo-là en quelques minutes. Donc, limite, il a fallu que je passe un diplôme spécifique pour pouvoir bien assimiler les tenants et les aboutissants de mon contrat, les renouvellements tacites, comment ça va se passer, pas se passer, si je dépasse le nombre de kilomètres, et après mon assurance maintenance, c'est un deuxième prestataire, il faut que je l'appelle, etc. C'était un enfer. Donc le customer care, horrible, je retournerai plus jamais chez ce prestataire-là. Et depuis que RCI Banque utilise la vidéo perso, je pense que j'irai là.
C'était pour la petite joke finale, et donc finale parce que ce webinar et ce monologue qui est pas évident, je vous assure, c'est beaucoup plus sympa de discuter avec Cyril, plus fluide, et terminé. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Et avant ça, il y a sur le côté de votre écran, à côté de chat, un petit sondage. Dans ce petit sondage, vous mettez oui, non, peut-être, je ne sais plus ce qu'il y a. Si vous pouvez mettre oui de temps en temps, ça serait sympa, comme ça on pourra poursuivre les échanges. On passe aux questions-réponses. Merci Alex. Donc, plusieurs messages d'Isabelle. La vidéo est bien un résumé de l'entretien téléphonique, c'est ça? Alors, c'était suite à une... Laquelle vidéo? Voilà. Je pense que c'était la toute première vidéo que tu as pu partager via Circle. Est-ce que Isabelle peut préciser si c'est la vidéo Alliance ou la vidéo RCI? Alors, c'était la vidéo Alliance, pardon. C'est la toute première vidéo. Alors, la première vidéo n'est pas issue de l'échange téléphonique. Donc, la première vidéo, c'est je suis client, enfin, j'ai souscrit à un contrat, par exemple, voiture, assurance voiture chez Alliance, soit en allant en point de vente, soit en faisant de la souscription online, soit en combinant tous ces canaux-là. Donc, j'ai souscrit. J'ai un conseiller dédié quand j'ai souscrit que j'ai pu avoir eu au téléphone, mais j'ai aussi pu avoir fait un parcours de souscription full online. Une fois que j'ai souscrit, je reçois une vidéo personnalisée par email qui me souhaite la bienvenue, qui m'incite à activer mon espace online et qui me rappelle les coordonnées de mon conseiller dédié. Peu importe si je suis passé par du full online ou si je suis allé directement chez un franchisé Alliance. Merci beaucoup, Alex. Toujours, Isabelle, et en fonction de ta dernière réponse, quel est le coût d'une telle vidéo, s'il vous plaît? Alors, le coût d'une vidéo va varier en fonction du nombre de vidéos générées tous les mois. Donc, je m'explique. Alliance, quand ils travaillent avec nous, ils génèrent à l'année environ 300 000 vidéos personnalisées. C'est un gros groupe d'assureurs. Donc, ils envoient à tous leurs nouveaux clients cette vidéo, plus de welcome, plus de cross-sell. Ça fait un total de 300 000. Là, on est à 16 centimes l'unité. S'ils étaient à 150 000, on serait à… alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, là, très bêtement. S'ils étaient à 50 000, on serait à 26 centimes l'unité. S'ils étaient à 10 000, on serait à 42 centimes l'unité. Donc, pour faire court, c'est entre 42 centimes et 16 centimes la génération d'une vidéo personnalisée pour un client en fonction des volumes. Merci beaucoup. Une question de Christine. Donc, merci Alex. Super vidéo. Donc, on parle de la dernière vidéo. Peut-elle être bien vue sur mobile? Ah oui, parfaitement. Ouais. Oui, il n'y a aucun souci sur le mobile. Il n'y a pas de problème. Merci. Une question de Sophie. Techniquement, comment peut-on intégrer ce type de fonctionnalité dans un dispositif relationnel? Nous travaillons avec Adobe Campaign pour les ciblages. Bah, c'est juste génial parce que Alliance travaille avec Adobe Campaign et donc ça fonctionne par API. Ça veut dire que on va mettre en place, on va brancher les tuyaux pour faire court, pour collecter on branche tous les tuyaux via API et tout est parfaitement automatisé. Donc on a pas mal de nos clients qui sont sur Adobe Campaign ou alors il y a du Marketing Cloud, etc., etc. Donc, ça fonctionne par API de manière automatisée. On peut ne pas tout de suite rentrer dans une logique d'automatisation. On peut aussi fonctionner de manière manuelle en échangeant des CSV via la plateforme Vidata de manière parfaitement sécurisée quand on est sur des campagnes préliminaires. Donc ça, il faudra qu'on poursuive l'échange ensemble pour bien comprendre votre contexte et voir si on pourrait être tout de suite dans de l'automatisation ou si on passe par une montée en puissance et donc par une première étape qui sont des échanges manuels par batch. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous avez le sondage sur la droite de votre écran pour, si vous souhaitez ou non d'ailleurs, rentrer en relation avec Vidata, que Vidata vous recontacte suite à ce webinaire. Donc, une autre question de Christine. Merci Cyril.
envisagez-vous d'autres offres fidélisantes dans le service automobile et des services non automobiles complémentaires? Cyril, c'est à vous. Oui, oui. En fait, oui, des offres. On met à jour régulièrement nos offres. Par exemple, on a sorti, c'est un exemple qui me traverse l'esprit, mais pour aider à la vente des véhicules électriques, on a sorti en France une offre qui s'appelle VR Liberté et qui donne pour un abonnement, je crois, de 20 euros par mois, 30 jours de location d'un véhicule thermique par an, aux dates qui conviennent aux clients. Et donc ça enlève le frein à l'achat du véhicule électrique pour un certain nombre de clients qui ont peur de ne pas avoir assez d'autonomie quand ils partent en vacances ou qui veulent de temps en temps avoir un véhicule plus grand. Ça, c'est ce type d'offre. Après, on a aussi toutes les offres qu'on est en train de développer autour de la voiture par abonnement. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et on y travaille. Merci beaucoup, Cyril. Une autre question d'Ali. L'intégration de l'API a-t-elle un coût supplémentaire? C'est forfaitisé à 1 500 euros. Très clair, succinct, c'est parfait. Merci, Alex. Et une dernière question d'Isabelle. Quel est le nom de Cyril? Alors, vous allez retrouver l'ensemble de ses coordonnées sur le mail que vous allez recevoir avec le replay de ce webinaire accompagné du support de présentation. Voilà. Alors, Domiti, à partir d'un volume de combien de clients vous pensez que ces solutions de vidéo personnalisées sont rentables? On est une association avec moins de volume que vous. Nos premiers packs, c'est-à-dire c'est 10 000. C'est-à-dire que ça devient intéressant à partir de 10 000. Merci. Donc 10 000 générations de vidéos personnalisées, ça ne veut pas forcément dire 10 000 clients. Hein. Donc là, pour le coup, il faut vraiment qu'on puisse échanger ensemble parce que sinon, il faut que je fasse un focus de 10 minutes pour vous expliquer. C'est peut-être pas l'endroit. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Philippe. Est-ce que le prix de la vidéo personnalisée peut varier en fonction du nombre de champs de personnalisation? Pas du tout. En fait, quand vous personnalisez une vidéo pour un client, elle peut être personnalisée pour 2 ou 25 000 critères. Il n'y a pas de limite technique et il n'y a pas d'impact sur le coût. Et elle peut être vue et envoyée 10 000 fois si vous le souhaitez. Nous, c'est vraiment la génération, la personnalisation initiale d'une vidéo pour une personne donnée qui ensuite peut être vue, envoyée, etc. autant de fois qu'on veut. Et il n'y a pas d'impact sur le nombre de critères en termes de coût. Merci, Alex. Et je pense que ce sera la dernière question, parce qu'on a un petit peu dépassé déjà notre temps. Est-ce que le prix de la vidéo personnalisée peut varier en fonction du nombre de champs de personnalisation? On vient de poser la question. Non. Il y a eu un doublon. Voilà. Et Domiti qui nous dit simplement merci. Je vérifie dans le chat. Pas d'autres questions. Donc, voilà, vous avez l'ensemble des coordonnées de Vidata sur la droite de votre écran toujours. N'hésitez pas à répondre au sondage pour savoir si vous souhaitez que Vidata vous recontacte suite à ce webinaire. Pour ma part, je vais vous présenter les prochains événements programmés par le Pick Up by Cap Digital. Donc, ce 31 mars, il y a une restitution de l'étude menée par Opinionway et I Love Retail pour Proximis, donc le mobile et le e-commerce, où en sont les Français. Par la suite, le 1er avril, les mobilités du e-commerce, c'est la présentation des travaux de la chaire ville logistique. Donc, vous avez l'ensemble de notre programmation dans le lien que je vais vous mettre dans le chat. Ça vous permettra de pouvoir vous y inscrire directement. Le vendredi 9, de 10h à 11h, la logistique des circuits courts alimentaires en partenariat avec le CEREMA. Et le 13 avril, les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire.
Vous pouvez vous inscrire à l'ensemble de ces événements via le lien que je vous ai envoyé, le PICOM, le pôle et l'agenda. Vous avez l'ensemble de notre programmation. Et le 11 mai, de 10h à 11h15, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs de la nouvelle mobilité. Donc, Move Factory, qui est un établissement qui a été ouvert par Mobivia. On vous expliquera les tenants, les aboutissants et comment y avoir accès. Notre équipe est à vos côtés, comme toujours. Donc, en ces temps compliqués, nous avons mis en place deux moyens de nous contacter. Donc, un Jotform. Ce lien vous sera envoyé dans le document à la suite de ce webinaire, ou une adresse mail, et on s'engage à vous y répondre dans les 24 heures pour toute difficulté. Et voilà que j'ai terminé. Donc, je remercie beaucoup Alex et Cyril pour leur participation, pour leur expertise. Merci pour tout. Vous avez encore la possibilité de répondre au sondage pendant quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Cyril, merci encore. Alex, merci encore. Et je vous dis à tous à très, très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.